l'Ukraine affirme avoir détruit une base du groupe Wagner dans le Donbass. On fait le point dans ce journal. L'assèchement du Rhin a provoqué la mort de nombreux poissons à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne et perturbe l'acheminement de marchandises. À Kaboul, les talibans fêtent le premier anniversaire de leur retour au pouvoir. Le pays est en proie à une catastrophe humanitaire. Au 173e jour de l'invasion russe en Ukraine, le bilan des victimes civiles s'alourdit encore. Selon Kiev, 3 personnes auraient été tuées et 20 autres blessées par des frappes russes ces 24 dernières heures. À l'est, Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, est à nouveau prise pour cible. L'armée russe tente également de nouveaux assauts sur Donetsk pour encercler la ville par le nord et le sud. 3 morts et 2 autres blessés sont également à déplorer après l'explosion d'une mine sur la plage de Zatoka, près du port d'Odessa. Les victimes étaient en train de se baigner. Leurs corps ont été retrouvés plusieurs heures après le drame. Alors que la guerre entre bientôt dans son 7e mois, les troupes ukrainiennes et russes font du surplace. Moscou affirme avoir pris le contrôle d'Oudé dans la région de Kharkiv après plusieurs jours de bombardements. Kiev avance de son côté avoir frappé avec des missiles une base de mercenaires du groupe russe Wagner à Lugansk. La Russie prépare également l'annexion des territoires occupés. Devant des journalistes triés sur le volet, les autorités nommées par le Kremlin distribuent aux habitants des passeports russes ainsi que des fiches de paye et des chèques de pension en roubles. Une mise en scène savamment orchestrée pour une impression de retour à la normalité. Au sud, les Ukrainiens accentuent leur offensive sur Kherson. Kiev veut isoler les forces russes en détruisant les ponts qui permettent le ravitaillement entre le sud de la ville et la Crimée. Pour cela, elle peut compter sur la résistance locale. Un soutien épaulé par l'entraînement de milliers de soldats ukrainiens par le Royaume-Uni qui vont rejoindre le front ces prochaines semaines. Des photos souvenirs devant l'ancienne ambassade américaine, Square Massoud. Ce lundi 15 août à Kaboul, l'heure est à la fête pour les talibans. Tous célèbrent ici le premier anniversaire de leur reconquête éclair de l'Afghanistan, à la faveur du retrait des troupes américaines et de l'OTAN. Nous sommes très heureux d'avoir vaincu l'Amérique. Tous les collègues sont très heureux. Mon message aux gens qui sont partis à l'étranger, qui sont médecins et ingénieurs, ou qui travaillent pour le gouvernement précédent, c'est qu'ils devraient revenir dans leur pays. Les bras de l'émirat islamique leur sont ouverts. Nous avons besoin d'eux. Je suis très heureux d'être venu avec mes amis pour célébrer l'indépendance et la défaite des Américains et de leurs esclaves. Tous les amis sont ici et nous sommes tous heureux de célébrer notre indépendance devant l'ambassade américaine. Je suis tellement heureux que je n'arrive même plus à m'exprimer correctement. Une victoire décrétée jour férié par les nouveaux maîtres du pays. Mais pour les Afghans ordinaires, le retour des fondamentalistes islamistes n'a fait qu'amplifier les difficultés. Les avoirs du pays à l'étranger que les talibans veulent récupérer restent gelés par Washington. La nourriture et le matériel médical fournis essentiellement par l'aide internationale n'arrivent qu'au compte-gouttes. Une situation qui risque de s'aggraver encore avec la vague de sécheresse que le pays traverse en ce moment. Selon l'ONU, 90% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les poissons meurent dans des proportions historiques. C'est ce qu'affirme l'association suisse de la pêche qui s'inquiète de la disparition de certaines espèces. Les conséquences de l'assèchement du Rhin sont bien visibles ici, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Les faibles niveaux d'eau du deuxième plus grand fleuve d'Europe affectent également le transport de marchandises. Si les navires continuent de circuler, ils sont moins nombreux et plus légers. Un coup dur pour l'économie allemande, déjà éprouvée par la crise du gaz russe et l'inflation. D'autant plus que le Rhin est utilisé pour acheminer le charbon vers les centrales électriques. En France, les viticulteurs s'inquiètent pour leurs vignes. Près de Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, il n'a plu que 2 fois en 3 mois. Conséquence, les grains de raisin sont plus petits et moins juteux que d'habitude. Ça c'est petit, c'est très petit. Il n'y a pas beaucoup de jus. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer la mort de dizaines de tonnes de poissons dans le fleuve Oder qui coule entre l'Allemagne et la Pologne ? La question reste toujours en suspens.
Selon la ministre polonaise du Climat, à ce jour, aucune analyse n'a confirmé la présence de substances toxiques comme du mercure ou des métaux lourds. La seule anomalie constatée pour leur côté polonais est le niveau élevé d'oxygène dans l'eau. Il est bien sûr d'une importance capitale pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé afin de prendre des mesures et savoir aussi si cet événement représente un danger pour les personnes et l'environnement ou si le danger est déjà passé. Par conséquent, il faut mettre toute la pression pour travailler rapidement afin d'obtenir les réponses que nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui. À l'issue d'une réunion d'urgence dimanche, les gouvernements polonais et allemands ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour échanger des informations sur cette catastrophe. Côté allemand, on attend toujours les résultats de l'analyse de l'eau pour la recherche de toxines. Les deux parties n'excluent pas que ce désastre écologique soit lié, dans une plus ou moins grande mesure, à la grave sécheresse qui impacte ce fleuve et d'autres cours d'eau en Europe. Les autorités allemandes et polonaises ont toutefois assuré que cette situation n'avait pas d'impact sur les eaux souterraines et sur l'eau potable des deux côtés du fleuve. Le procès du footballeur Benjamin Mendy s'est poursuivi ce lundi avec le discours introductif du procureur britannique Timothy Cray. Ce dernier a présenté le Français comme un prédateur ayant profité de sa notoriété et de sa richesse pour abuser des victimes vulnérables, terrifiées et isolées, selon ses mots. Le défenseur français, suspendu depuis 1 an par son club Manchester City, est jugé depuis mercredi dernier à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Il est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre 7 femmes. Benjamin Mendy est jugé aux côtés d'un autre homme, Louisa Maturi, également accusé de viol et d'agression sexuelle, et présenté par Timothy Cray comme un fixeur chargé de trouver des jeunes femmes aux footballeurs. Les deux hommes ont plaidé non coupables de toutes les accusations pesant contre eux, assurant que les jeunes femmes étaient consentantes aux relations sexuelles. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité. Le procès devrait encore durer 3 mois. Une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Moderna a été approuvée ce lundi par le régulateur britannique du médicament. Selon celui-ci, cette version du vaccin dit bivalent cible particulièrement le variant Omicron et provoque une forte réponse immunitaire contre ses sous-variants BA4 et BA5. Pfizer-BioNTech prépare également ce vaccin nouvelle génération qui pourrait être approuvé à l'automne par l'Agence européenne des médicaments. Brittney Griner fait appel de sa condamnation en Russie. C'est ce qu'ont annoncé ses avocats qui ont précisé que la date du nouveau procès n'était pas connue dans l'immédiat. La basketteuse américaine a été condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Son cas a pris une ampleur géopolitique dans le contexte de la crise entre Moscou et Washington. Les artistes russes ont-ils leur place sur les scènes européennes? La question fait débat parmi les organisateurs de festivals. Alors que la grande majorité d'entre eux a préféré changer les programmations, le festival hongrois du Sziget s'est lancé dans un jeu d'équilibriste plutôt délicat. Accueillir aussi bien des artistes ukrainiens que russes. Notre point de vue est qu'il n'est ni élégant ni censé de déclarer un embargo sur la culture. J'aime utiliser l'analogie selon laquelle nous devrions maintenant interdire les livres de Lyudmila Ulitskaya simplement parce qu'elle est russe. Alors qu'il n'y a guère plus d'écrivains russes contestataires qu'elle, à mon avis. Pour de nombreux festivaliers et artistes à l'affiche, le maintien des Russes au programme reste incompréhensible, surtout dans un pays limitrophe de l'Ukraine. C'est le cas de ces percussionnistes de Zaporizhia, réfugiés à Budapest. Nous pensons que dans le domaine culturel, la Russie doit être annulée partout tant que ce pays mène sa guerre tous les jours sur le sol ukrainien. La controverse concerne surtout la DJ Nina Kravitz. Tête d'affiche de tous les festivals européens au début de l'année, la majorité de ses représentations ont été annulées en raison de son refus de condamner l'invasion russe. Le Sziget est l'un des rares endroits où elle a pu jouer cet été et par chance, aucun incident ne s'est produit pendant son spectacle.